Je souffle un peu, puisque nous sommes ici dans un endroit assez particulier, hein. C'est grouissant, c'est bien ça? Ruissant dans l'Aude. Mon Dieu, quel plaisir! Si on ouvre la fenêtre, on entend la mer, Oh oui, on est à quelques pas de la mer. Oui. Mais il y a On a du- une chance phénoménale, hein. mais il y a du vent, hein. Oui, aujourd'hui il y a un petit peu de vent. Je regrette un petit peu, mais bon. On s'y fait, hein. Vous savez, c'est gruissant, hein. C'est grouissant, voilà. La colline au coquilo, au coquilo, voilà, ça commence fort. La colline au coquelicot rouge sang. Oui. Cathy James, merci de m'accueillir, merci Eh d'être bien, merci à présente. vous. Merci. Alors c'est assez déroutant parce que lorsque l'on voit votre couverture, premier de couverture, c'est un champ de coquelicots. Alors immédiatement on songe à la guerre 14-18 et ce n'est pas du tout ça, bien au contraire. On est plongé au cœur de la Grande Guerre, la guerre 40-45. Enfin, c'est pas la Grande Guerre, c'est la guerre mondiale. La Grande Guerre était celle de 14-18. Et sous un aspect très particulier, c'est-à-dire que l'on a le point de vue de l'Italie, mais de l'Italie sous un regard que je ne connaissais pas du tout, parce que pour nous, pour moi en tout cas, on ne va pas généraliser, l'Italie était entre guillemets collaboratrice à cause du Duce, Eh oui. collaboratrice avec l'Allemagne. Mais il y a énormément de personnes qui ont résisté, qui ont Énormément. offert leur vie. Énormément. Mais c'est vrai qu'il y a Torturés. beaucoup de gens qui étaient contre le fascisme, beaucoup de gens. Et d'ailleurs, à cette époque-là, ils appelaient ça une guerre fratricide un petit peu, parce qu'il y avait la guerre autour, mais c'était une guerre aussi fratricide, hein, parce que bon, les gens se battaient contre les fascistes, et quand les chemises noires tombaient sur des familles, mais ils décimaient carrément des familles entières, hein, ils se vengeaient, et donc du coup, les gens, ils avaient cette espèce de regard sur le fascisme vraiment terrifié, ils étaient vraiment terrorisés. Et donc, il y avait la guerre et les fascistes qui menaient aussi un petit peu leur campagne. Vous venez de souligner un point important, les chemises noires. Et les chemises noires, ce sont quoi? Ce sont des espèces de milices qui se sont créées. Elles sont indépendantes ou dépendantes du gouvernement? Oh non, elles étaient vraiment comment dire, sous le chapiteau du gouvernement. C'était vraiment des gens qui étaient vraiment pro-gouvernemental, qui étaient vraiment. Et donc après, ils ont fondé des gens de petits groupes, et vraiment des groupes vraiment extrêmes, et vraiment, ils étaient vraiment des extrémistes. Et c'était vraiment des gens qui ne pouvaient pas leur faire confiance, hein. C'était une catastrophe avec eux. Mais donc du coup, c'est vrai qu'ils ont mené la vie dure à cette époque, c'était vraiment quelque chose. Et il fallait surtout pas leur montrer. Alors il y a beaucoup de gens qui cachaient, hein, un petit peu ce qu'ils ressentaient par rapport à tout ça. Ils le cachaient parce qu'ils avaient tellement peur qu'ils s'en prennent à eux et puis voilà, puis à toute leur famille. Donc du coup, on cachait ces choses-là. On le disait pas ouvertement. Mais les gens faisaient des choses, voilà. Alors après, c'est pour ça qu'ils ont commencé un petit peu à résister. Et beaucoup dans les campagnes, les gens résistaient, surtout après quand il y a eu le comité de libération qui s'est formé. Et donc là, bien sûr, les gens leur apportaient leur aide. Et là, ça a été quand même, heureusement, hein, la population a quand même résisté, a quand même fait quelque chose. Mais ça a été quand même pas facile, hein, parce que ces gens-là, ils étaient très, 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 très déterminés, hein. Oui, mais enfin, il faut rappeler que le contexte est très particulier. Il y a un tyran, le Duce, Oui. qui était carrément on va dire, le bras droit d'Hitler. Là, en tout cas, il se considérait. C'était la marionnette à Hitler. Oui, oui, vraiment. Oui, c'était mais lui, la il se marionnette. croyait vraiment Oui, oh bah oui. le frère. Lui, il se croyait oui. l'égal d'Hitler, hein. Mais Hitler, c'est bien un petit peu, entre guillemets, foutu un peu de sa poire, hein. Et il l'a vraiment manipulé dans tous les sens du terme. Et il s'en est pas rendu compte, hein. Mais après, ce qui a donné un souffle à l'Italie, c'est que en 1943, en fait, quand il a été évincé du pouvoir,
là, les gens ont commencé à espérer en se disant, là, vraiment, on va essayer de s'en sortir. Parce que bien sûr, le gouvernement s'était rendu compte, déjà le roi, hein, Victor Emmanuel III, parce que c'est lui qui a demandé à son gouvernement en disant, mais on va droit dans le mur, il faut trouver une solution, ce n'est plus possible comme ça. Et donc, du coup, là, ils se sont dit, les gens, quand il a été évincé du pouvoir, se sont dit, là, vraiment, mais bien sûr, ils ont voulu chercher un accord avec les Alliés. Mais les Alliés n'ont pas considéré l'Italie comme une alliée. Ils l'ont toujours considérée comme une co-belligérante. C'est-à-dire qu'ils s'en sont toujours méfiés. Hein. Ils n'ont pas trop demandé son avis à l'Italie. Hein. Ils ont fait un petit peu ce qu'ils avaient envie de faire. Alors donc, Oui, du mais coup, il y avait un passif. et il y avait un passif. Alors après, malgré tout, hein, et ils ont quand même essayé d'inclure l'Italie dans certaines grandes décisions. Mais ce qui s'est passé, c'est que les soldats qui étaient donc dans l'armée italienne, mais ils combattaient du côté, ils étaient avec les Allemands. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés, ils se sont dit, mais alors on combat pour qui maintenant? Pour qui on va combattre? Donc ils se sont dit, tant qu'à combattre, autant combattre pour retrouver notre liberté. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait. Ils se sont battus. Et c'est là qu'ils ont commencé à former des petits comités de libération. Mais malheureusement, ils n'avaient rien du tout. Ils n'avaient pas d'armes, pas de munitions. Et heureusement, de l'autre côté donc des Alpes, des Français, donc les résistants, ont entendu parler que ils avaient leur ami italien de l'autre côté qui cherchait. Et donc, par dos de mulet, par le Mont-Cenis, ils les ont ravitaillés donc en armes et en munitions. Et là, vraiment, ils ont pu se défendre. Là, ils ont dit, allez hop, on fonce, on y va, on se défend. Mais bien sûr, s'ils se faisaient attraper, que ce soit d'un côté par les chemises noires, ou d'un côté par la Wehrmacht, les Allemands, ils devenaient de plus en plus nerveux également, puisque c'est une époque où on sentait très très bien qu'il y avait un basculement de l'histoire. L'Afrique, petit à petit, voyait les Alliés prendre du terrain, et puis le débarquement était en vue, même si on n'en parlait pas, et même si on se doutait que ce serait un autre endroit. Mais je crois qu'ils s'en doutaient. Voilà. Alors ce que j'ai adoré dans votre livre, c'est cette approche d'histoire que l'on ne connaît pas, on l'a dit tout à l'heure, je reviens un peu sur le sujet, à travers une histoire d'amour, pas que, une histoire de vie. Alors ce qui m'amuse aussi dans votre livre, c'est qu'il y a un prêtre que j'adore. Padre Pio, mais ça, il existe ce bonhomme. Oui, il a existé, c'était un saint d'ailleurs. Je me suis inspirée de lui parce que là-bas, quand j'allais en Italie, parce que je suis d'origine italienne, bien sûr, tout le monde a compris, je pense. Je suis d'origine italienne et mes parents, en fait, quand on allait là-bas dans la famille, il y avait la tête de ce Padre Pio qui trônait dans toute. Alors voilà, soit en image, soit carrément sculpté dans des trucs. Alors moi, ma grand-mère, oh là là, c'était quelque chose, c'était une image pieuse et c'était vraiment. Alors, et Padre Pio, j'ai toujours eu... Alors, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, Padre Pio, vraiment, là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je parle de lui parce que c'était un saint homme. Et donc, je me suis librement un petit peu aspirée, un petit peu, voilà. Mais on m'a même fait la réflexion en me disant, oh, mais ce curé-là nous a fait penser, vous savez, un petit peu à Don Camillo dans Fernandel. Et donc, c'est vrai que peut-être inconsciemment, je m'en suis un peu inspirée. Mais c'est vrai que il fallait quand même, parce que c'est vrai que le curé à cette époque était vraiment quelqu'un, était vraiment un personnage. Surtout en Italie. Ah, surtout en Italie. Oui. C'était un personnage dans les villages. Et donc, du coup, c'était quand même une figure qui était là pour vous aider, qui était là aussi, qui était apaisante, qui était là pour apaiser aussi les conflits, qui était là. Et donc, du coup, cette personne-là était quand même très respectée, très aimée. Et donc, il fallait quand même, que dans ce village, il fallait quand même mettre la part belle à ce curé-là. Parce que vraiment, je pense qu'à cette époque-là, il y a eu quand même des gens comme lui. Parce que justement, j'ai fait des recherches et je sais qu'il y a eu des gens comme lui qui ont quand même essayé d'aider des gens, des pauvres gens en détresse. Au risque de leur vie, il faut bien le souligner, parce qu'ils étaient évidemment la mire de ces milices. Exactement. Un autre personnage, et là, vous faites très très bien la relation avec Don Camillo, c'est qu'il y a le maire du village, et ce maire semble porter une énorme blessure, une blessure d'amour finalement, et cette blessure, est-ce que c'est vraiment cette blessure qui le pousse dans ce retranchement sombre?
En fait, je pense que cet homme-là, je pense qu'il a vu arriver ce curé, parce que lui, quand il est arrivé, il sortait donc d'un séminaire, et c'était je pense qu'il avait des espoirs, il portait en lui des tas de choses, et il se disait, je vais avoir mon propre ministère, je vais pouvoir faire des tas de choses, je vais pouvoir aider les gens, je vais être là Mhm. pour les écouter, pour les guider. Lui, il se voyait un peu comme un berger, quoi, qui guide un petit peu, bon, bah, toute son assemblée, tout. Et donc, du coup, toutes les femmes, en plus, ça devait être un bel homme. Donc, toutes les femmes du village étaient vraiment conquises par ce curé qui avait la parole facile, qui était très abordable, qui était très humain, qui était très, je pense, une belle personne. Et je pense que ce personnage-là, et qui était quand même un personnage central dans la vie donc de ce village, parce que quand même le maire avait quand même des certains pouvoirs. Et je pense que de voir ce curé, je pense que lui, il a dû se dire, non, non, il marche un petit peu sur mes plates-bandes là. Oui, parce Alors, que là, il a le pouvoir, non pas de l'autorité, si, l'autorité séculaire, mais il a le pouvoir par son aura, je veux dire, par sa personnalité. C'est-à-dire qu'il oui, s'impose exact. justement parce qu'il est là, point. Exact, exact. Et en plus de ça, ce qui lui a donné un peu plus de pouvoir, un peu plus d'assises, c'est que bon, il était un petit peu, il penchait bien du côté fasciste, hein. Mm. Donc du coup, l'Allemagne, il s'est dit, on va enfin les Allemands, ils se sont dit, oh c'est une figure quand même, on va s'en faire un ami, un allié. Donc du coup, il se sentait quand même investi d'un grand pouvoir, hein, il se sentait quand même, voilà. Et donc du coup, il a mené une vie infernale Mhm. et le curé, il s'en était bien rendu compte. Et donc du coup, il voulait pas se laisser faire et il lui a tenu tête, il lui tenait tête. Comment ça se fait qu'on peut basculer de cette façon? C'est l'idéal, et c'est l'argent, c'est le pouvoir Le peut-être, pouvoir, je pense que le ou la pouvoir fait. vengeance. Peut-être l'avant. Alors, je pense qu'au départ, il y avait une espèce de pouvoir parce que c'était un homme, je pense qu'il devait avoir quand même une certaine prestance. Donc c'était le pouvoir, et après peut-être la jalousie, oui sûrement. Parce que je pense que quelque part, comme je disais tout à l'heure, il lui marchait un peu sur les plates-bandes, donc il se disait, oh non, celui-là, il faut vraiment que j'essaie de l'éloigner de moi. Voilà, c'est moi le maire, c'est moi qui dirige le village, c'est moi qui dois faire. Et donc c'est ça, hein, je pense qu'il avait quelque chose, vous avez raison, il devait avoir quand même une espèce de vengeance, oui, c'est sûr. C'est assez machiavélique. Et Oui, votre écriture, pardon, m'a un peu chamboulé parce que c'est une écriture peu ordinaire, c'est une écriture très originale. Et donc, quand on s'installe dans une zone de confort, évidemment, on est secoué. C'est un bouquin qui demande à s'asseoir au coin d'un feu oui, ou avoir une tasse de thé ou de café oui. et puis de se laisser porter. Et à la limite, de revenir dans l'histoire et d'y retourner sans cesse. Il y a des pages qui m'ont fait redécouvrir l'histoire, d'autres qui m'ont fait découvrir l'histoire que j'ignorais tout à fait. Et l'un de ces souvenirs se trouve dans votre livre, c'est le 13 janvier 1915 à 7h55 du Mm, matin. mm, Notre village fut réveillé dans l'horreur par un puissant tremblement de terre. mm, La guerre nous avait déjà durement touchés et ce jour-là, tout allait être laminé en quelques secondes. mm. Effectivement, l'Italie est souvent touchée par ce genre Oui. de Mm. séisme. Et du côté donc de chez mes parents, parce que c'est de là-bas dans la région donc du Latium, et donc c'est vrai que là ma grand-mère, donc je parle de ma grand-mère parce que Rosanna c'est ma grand-mère, donc l'héroïne de ce livre c'est ma grand-mère. Voilà Et qu'elle me vole les questions, mais voilà, merci. oh, pardon. Non, je vous en prie. Et donc du coup c'est vrai que ça parle de cette femme là qui a déjà eu une vie pas facile parce que elle était très jeune quand elle a vécu, donc bien sûr il y avait déjà la guerre, hein, donc de Mhm. 14-18, et donc en plus de ça, manque de bol, non seulement ils étaient déjà pas mal éprouvés par la guerre, et il y a eu ce tremblement de terre et qui a fait quand même 3000 morts dans la région et qui a été ressenti quand même à presque 100 km, donc à Rome, hein, puisque c'est un petit peu en dessous de Rome, donc le petit village donc de Sora, c'est un petit village, San Domenico et Sora, c'est des petits villages qui se trouvent à une centaine, 80 km, je dirais, de Rome. Ils ont ressenti le secousse jusque là-bas. Mais ça a été laminé en peu de temps. Elle disait, mais ça n'a pas duré longtemps, hein. Mhm. Ça a duré très peu de temps. Mais en fait, tout a été laminé et il y a eu beaucoup de morts. Et elle n'a pas eu de chance. Franchement, elle n'a pas eu de chance. Parce que son père était rentré quelques temps avant. Donc il était parti à la guerre, mais il était rentré quelques temps avant. Il avait été blessé. Et son frère était revenu en permission. Ah, Il était revenu en permission et eux sont morts dans ce tremblement de terre. Du coup, elle s'est retrouvée avec sa mère, qui elle est devenue à moitié folle. Elle est morte peu de temps après d'ailleurs. Et elle s'est retrouvée, elle, orpheline. Elle a été élevée par une espèce
un peu de vieille fille, vous savez, dans le temps, voilà, qui se mariait pas, qui était un petit peu, contre tout, hein, qui était un petit peu, contre les hommes, contre l'amour, Voilà, contre, voilà. Elles étaient contre la féminité, c'était des femmes qui étaient très pieuses, elles étaient souvent, voilà, les grenouilles de bénitier, ce qu'on avait dans le temps. Et donc, du coup, ma grand-mère, que je pense qui était quand même une femme très belle, et elle était très belle, parce que moi, je l'ai connue, elle était déjà un peu plus âgée, mais elle était très belle, c'était une femme très belle quand elle devait être jeune. Et je pense qu'elle était un peu jalouse, et elle voulait son indépendance. Elle s'est dit, j'ai déjà perdu toute ma famille. Elle voulait un peu son indépendance. Et là, ce jour-là, ça a été la catastrophe pour elle. Elle en a gardé, je pense, quelque chose. Elle a gardé comme un mal-être en elle depuis ce temps-là, je pense. Depuis qu'elle a perdu toute sa famille. On peut le comprendre. On est en pleine guerre, il y a le tremblement de terre, donc catastrophe, recatastrophe, drame familial puisqu'on perd. C'est plus proche, son premier cercle. Et l'histoire du sarcophage, de la survie dans le sarcophage, c'est une histoire vraie ou c'est inventé? Non, je crois que je l'ai inventé parce que je me suis mise à la place de ces gens. Et en fait, je me suis mise tellement à leur place parce que ma grand-mère, c'est ce que j'ai regretté en écrivant le livre, c'est que les gens ne parlaient pas de cette époque, parlaient très peu, ou alors c'était à mot couvert. Et donc en fait, j'ai repensé à elle et à son parcours et à sa vie, et je me suis dit, mais comment ils ont dû vivre ça? Comment les survivants, en sortant de là, ont dû vivre ça? Et je me suis mise à leur place, en fait. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu. Avec cette ambiance très catholique, très, très croyante, ils auraient pu penser que c'était une malédiction. Oui. Oui, je pense que quelque part, ils ont dû le penser que c'était une malédiction. Je pense que quelque part, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Parce que la guerre, plus ça, je pense que quelque part, oui, vous avez raison. Ils ont dû voir ça comme encore un malheur de plus. Parce que je pense que c'est des gens qui avaient vécu quand même des malheurs dans leur vie. Et ça, c'était encore un truc en plus. Alors, je pense que, voilà, et comme vous dites, dans ces cas-là, on se tourne vers qui? Vers la religion, et on se dit, mon Dieu, voilà, on prie Dieu pour pas que ça recommence, on prie Dieu pour qu'on nous aide à supporter tout ça, tous ces malheurs, toutes ces choses qui nous arrivent. Et je pense que c'est ça aussi qui les aidait à vivre. Je pense à mon avis, parce que ma grand-mère était très pieuse, et je pense que c'est ça qui l'a aidée à vivre, et c'est ça qui l'a aidée un petit peu, je pense, toute sa vie, à être ce qu'elle était, c'est-à-dire une femme attentionnée, une femme tournée vers les autres, une femme qui avait justement souffert. Mais je vais vous dire un truc qui est quand même paradoxal, c'est que je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Nous, quand on allait là-bas en vacances, c'était une femme formidable. Et elle était toujours souriante, toujours aimante. Elle adorait nous voir. Bien sûr, nous, on habitait loin, donc nous, on était des petites filles préférées quand on arrivait. Alors, avec mes autres cousins, ça faisait un petit peu, ça faisait des fois, ça faisait grincer des dents. Mais après, nous, quand elle nous voyait arriver, elle était tellement... Et je pense que c'est ça, elle ne s'est jamais plainte de sa vie. Elle a toujours été... très bonne envers les autres, c'est une femme formidable. Franchement, je l'ai adorée, moi. On a approché plusieurs personnages, on a effleuré l'histoire d'amour. Là, j'ai pas envie de rentrer dans le détail parce que ce serait dévoiler le squelette du livre et laissons, mon Dieu, le rêve au lecteur. Oui. Par contre, ce qui est très très fort dans votre livre, c'est l'approche de tout ce microcosme de population. Il y a ceux qui sont passifs par obligation. Il ne faut pas oublier que sa famille, il faut la préserver. Donc, et puis, nous n'étions pas là. Comment aurions-nous réagi à cette époque? Je n'en sais rien, je serais certainement... C'est pour ça que je me suis bien gardée de porter un jugement. Vous voyez, mon livre, je ne porte pas de jugement. Mais alors, on rencontre ces jeunes gens que l'on croit être partis, réfugiés de l'autre côté de la frontière, et en fait qui sont revenus pour résister au fascisme et qui offrent vraiment leur jeunesse à ce pays. Oui, tout à fait. Ce que j'aime énormément, ce sont justement ces senteurs de sentiers, ces champs qui fleurissent, les pommiers, les cerises. Il y a aussi ce petit garçon qui se fait bêtement prendre parce qu'il ramasse des cerises. Et les c'est mon papa. C'était vrai, c'est mon père. Histoire. Non, mais c'est vrai. Et il s'est retrouvé enfermé en prison. Papa, il crevait vraiment à la fin. C'est vraiment le cas de le dire. Il crevait vraiment à la fin. Ils avaient vraiment rien. Et à part ce petit troupeau de chèvres que je raconte dans le livre, ma grand-mère, elle avait rien parce que mon grand-père l'avait abandonnée. Enfin, je ne vais pas trop dévoiler, mais elle s'est retrouvée toute seule avec ses enfants. Et elle avait une petite maison. Elle n'avait pas grand-chose. Quelques arbres, quelques oliviers. C'est tout ce qu'elle avait. Et son trésor à elle, c'était ce petit troupeau de chèvres avec lequel
elle, elle tirait le lait, elle vendait le lait, et puis elle faisait quelques fromages qu'elle vendait sur les marchés, ou qu'elle vendait là au couvent, ou des gens, voilà. Et donc du coup, c'est vrai que pour eux, c'était vraiment une survie. Et mon papa, lui, il n'aimait pas du tout aller justement à l'école. Lui, ce qu'il aimait, c'était partir dans la montagne avec son troupeau de chèvres. Oui, oui, c'est Et sûr. c'était pour lui, je pense que c'était la liberté. Voilà. Pour lui, c'était la liberté, il adorait la campagne, il adorait le paysage, la montagne. Et lui, c'était un vent de liberté. Quand il partait, je pense je l'imagine, hein, quand il partait avec ses chèvres sur ce petit sentier de montagne, il devait se dire, qu'est-ce que je suis bien. Il devait se dire, je suis heureux, je suis loin de la guerre, parce que loin du bruit de la guerre, il était dans le calme, dans la montagne. Et là, il se disait, j'ai tout pour être heureux, quoi. Je pense que pour lui, c'était vraiment un bonheur, vraiment. Et il y a une relation amoureuse platonique, j'entends, amour profond, amour de frère-sœur. Et cette sœur et ce frère ont une complicité très, très, très importante. intense et fusionnelle. Très fusionnelle. Très fusionnelle, parce que ma tante, du coup, c'était l'avant-dernière, donc ce qu'on peut, mon papa était le dernier. Et je pense qu'elle l'a pris un petit peu sous son aile, parce que je pense que ma grand-mère, voilà, quand on a une famille nombreuse, forcément, il y en a toujours un ou deux qui passent à travers. Donc, du coup, elle l'a prise. Puis je pense que mon père était un enfant, au départ, il a toujours été malingre. Mon papa a toujours été pas très grand, et toujours un peu, pas bien costaud, il a toujours été un peu mince. Et je pense qu'il a eu des problèmes de santé. J'ai pas toujours bien su, mais j'ai entendu un peu. Il a eu du mal à s'alimenter quand il était petit. Bon, voilà, il supportait pas bien le lait, donc sa maman a eu du mal pour l'alimenter. Et je pense que du coup, elle l'a pris sous son aile. Elle s'est dit, voilà, c'est le dernier. On l'a un peu chouchouté, un peu plus câliné, je pense. Hein. Et donc, il était très proche de Loretta. D'ailleurs, c'est vrai que ma tante, quand on est là-bas en Italie, elle était très heureuse quand elle voyait son frère arriver. Et pour lui, c'était le petit. Oui, elle l'appelait le petit, le piccolo. Hein, piccolo, c'était vraiment le petit dernier qui arrivait. Oui, le petit gâté. Voilà, le petit gâté. Oui. C'était vraiment, elle était très heureuse de le voir arriver. Alors nous, on était bien sûr, comme on était ses enfants, on était là, on était chouchoutés aussi par la même occasion. Mais notre tante, c'était quand même quelque chose. Et cette sœur, vraiment, elle a été formidable. Elle a toujours été là, à l'écoute, et toujours vraiment, une mère, je pense, de substitution pour mon père. Ça signifie qu'elle a disparu également ? Non, moi je la vois moins en moins, c'est vrai. Je ne sais pas si depuis elle a disparu, parce que c'est vrai que moi j'ai un de mes cousins qui est parti en Amérique, et c'est vrai que j'ai très peu de contacts. Je sais que dernièrement elle était très malade, mais je n'ai pas eu le pouvoir de savoir si elle est... Bon, j'espère qu'elle est toujours là, mais c'est vrai que je ne sais pas, mais c'était une femme, je pense que c'est... J'espère qu'elle est toujours vivante. C'est une femme formidable. Alors la question paraît peut-être indiscrète, et elle l'est, je suis désolé, mais je voulais savoir si elle avait lu votre livre. Mais non. Donc la réponse est non, évidemment. Non, parce qu'en fait, mon éditeur est un petit éditeur, et j'aurais tellement voulu justement qu'il soit traduit et qu'il soit distribué là-bas en Italie. Manque de peau, mon éditeur m'a dit je n'ai pas pouvoir de faire ça parce que je ne sais pas s'il va marcher. Je pense qu'il marcherait. Moi, à mon avis, il marcherait parce que ça raconte vraiment, en plus, l'histoire de ces femmes qui se sont battues. Enfin, je ne sais pas si je vais dévoiler les goumiers, ce qui s'est passé. Et c'est des femmes qui se sont battues jusqu'en début des années 80 pour que ce soit reconnu. Et elles se sont cassées les dents, il y a eu beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai que ce livre-là, je pense qu'il apporterait beaucoup de choses. Mais c'est énorme parce qu'en préparant cette émission, je me suis dit, mais où va-t-on aller ? Vous parlez évidemment du combat de ces gens, on parle énormément de la vie de ces femmes, et vous ne crachez pas sur la gente masculine, loin s'en faut. Non. En plus, vous remontez très loin et vous êtes engagée, ne dites pas le contraire, vous êtes femme engagée. Oui, je pense que je me suis mise en faisant des recherches, je suis tombée sur des trucs horribles. Et encore là, je voulais pas faire un livre noir. Bon, il parle de la guerre, bien sûr, sur fond de guerre, mais je parle aussi de cette âme humaine, ces humains-là, qui se sont battus, qui ont essayé de se défendre comme ils pouvaient, qui essayaient de se soutenir les uns les autres, et malgré tout, qu'il y avait quand même cette espèce d'amour, cette espèce de tendresse entre eux. Ils essayaient quand même de se protéger les uns les autres. Mais ce que j'ai trouvé d'horrible, c'est que non seulement il y avait toute cette histoire de guerre, mais qu'en plus de ça, on fasse subir ça. Et puis, non seulement ils ont fait subir ça à des femmes, mais à des enfants, à des vieillards, et tous ceux qui leur tombaient sous la main. Enfin, je veux dire, ils ont fait ça à tout le monde. Et même les pauvres jeunes, vous parliez des résistants, s'ils avaient par malheur de leur tomber sous la main, mais c'est exactement le même traitement pour tout le monde.
Et j'ai trouvé ça tellement horrible. Et quand en faisant des recherches, justement, je suis tombée sur une émission de la Rai Uno, donc en Italie. Et donc l'émission date des années 80, début des années, je ne pourrais pas vous dire quelle date vraiment, mais c'était en 80, hein. Alors je ne sais pas quelle année, mais c'était en 80. Et je suis tombée sur ces femmes-là et qui parlaient de comment elles se sont battues pour que ce soit reconnu et comment elles se battaient jusqu'en 80 pour que justement on en parle. Parce que dans les livres historiques, on n'en parle pas de toutes ces horreurs, on ne parle pas de tout ce qui se passait. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils ont remonté toute la botte du télé, ils sont partis en Allemagne, malgré ce qui s'est passé après avec l'Allemagne. Mais ils ont fait exactement pareil aux Allemandes. Enfin, je veux dire, ils ont continué à faire des choses horribles comme ça. Alors, moi je dis, il y a la guerre, oui, bon. Et la guerre, elle est faite par qui? Par les hommes. Qui c'est qui en souffre? C'est les femmes et les enfants. Alors après, bon, il y a encore ça en plus. On rajoute encore en plus des horreurs, quoi. Je vais peut-être faire une parenthèse, si vous le permettez. Oui, les femmes et les enfants, et certains hommes que d'aucuns appellent juste. Il y a un passage qui m'a interpellé. Non, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. C'est que les Italiens qui combattaient aux côtés des Allemands lorsqu'il y a eu la reddition du Duce se sont fait assassiner. Ah oui, oui, mais complètement. Moi, je ne savais pas non plus. C'est en faisant des recherches que j'ai découvert ça. Et vous savez, j'ai eu un truc vraiment étonnant. Je disais à mon mari, ce jour-là, j'ai dû avoir de la chance. J'ai essayé de renouveler l'opération une fois, mais je n'ai jamais réussi. En fait, quand je faisais des recherches, je suis allée beaucoup sur Internet, naturellement, et je faisais des recherches, et un jour, figurez-vous que j'ai réussi. J'ai réussi à rentrer, je ne sais pas comment, parce que je vous dis, j'ai essayé de renouveler l'opération, je n'ai jamais pu. J'ai réussi à rentrer dans les archives des anciens combattants, donc italiens. Et je suis tombée sur des histoires, mais des histoires, voilà, et c'est pour ça que j'en parle dans le livre, parce que je suis tombée sur des trucs, vraiment, ça a été vérifié. Et donc, ils en parlent. Et ils disaient que eux, souvent, ils enlevaient leur uniforme, et ils partaient justement dans les montagnes, ils se réfugiaient dans les montagnes pour ne pas se faire prendre, parce qu'ils avaient entendu dire justement que tous les soldats qui tombaient sous la main des Allemands se faisaient fusiller. Complètement. Et donc, du coup, il y en a beaucoup qui désertaient. Ils se disaient, tant qu'à faire, tant pis, on se fera fusiller, mais au moins, on va essayer de sortir au moins, d'avoir la chance de s'en sortir. Donc, on va déserter. Et c'est vrai, ça a été, je vous dis, je suis tombée dessus. Et chez mon mari, j'ai dit, mais même ça, je ne le savais pas. Mais vous appuyez aussi sur une différence fondamentale, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure des chemises noires. Mais votre personnage central, ou l'un de vos personnages centrales, il est carabinier. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que les uns sont quelque part hors la loi, ou du moins couverts par la terreur, et les autres sont censés défendre la loi, défendre le pays. Ils sont censés défendre, mais ils sont quand même du côté du gouvernement. C'est quand même une police, et donc ils sont du côté du gouvernement. C'est bien pour ça qu'il était il ne savait pas de quel côté il devait aller, lui. Parce qu'il fallait quand même qu'il rende compte à sa hiérarchie, qui rendait compte au gouvernement. Ils étaient là pour faire appliquer les lois, ils étaient là. Donc voilà, et c'est ça, c'est toute cette ambivalence-là puis au bout d'un moment, il se dit, non, là, il faut que je choisisse ça. Donc là, il a choisi. Pour en revenir, parce que du coup, je suis partie sur autre chose tout à l'heure, mais pour en revenir pour l'histoire de mon papa, c'est vrai, quand je vous disais tout à l'heure, il s'est fait prendre un jour, parce que du coup, il est chippé à droite à gauche pour ramener, et donc il s'est fait prendre par... Donc ce fameux carabinier, qui lui, on l'apprendra dans le livre pourquoi il se venge un petit peu sur cette famille. Mais donc il s'est fait prendre, et mon père, pour lui, c'était l'horreur absolue de se faire prendre, de se faire mettre derrière les barreaux. C'était pour lui une honte absolue. Et il se disait, mais comment elle va le prendre, ma mère, qui a déjà autant de problèmes, qui a déjà autant de trucs, qui a déjà vécu pas mal de choses, comment elle va le prendre? Et quand même, elle le rassure en lui disant, mais tu sais, pour une poignée de cerises, on va quand même pas non plus en faire tout un plat. Mais je pense que mon père, ça l'a traumatisé. Ça, il nous l'avait raconté. C'est bien pour ça que j'en parle dans le livre. Parce qu'il nous l'a raconté. Et lui, ça l'avait complètement traumatisé. Il me dit, tu te rends compte? Il avait quel âge? Il avait 13 ans. Mais ça doit être épouvantable, 13 ans de se retrouver derrière les barreaux, sans connaître son lendemain, puisqu'il entre dans la prison. Mais complètement. Et lui, il devait se dire, on va me condamner, je vais faire passer ma vie en tôle, parce qu'on m'a pris, parce que j'ai piqué une malheureuse poignée de cerises, quoi. Et il se disait, mais c'est horrible, je vais finir ma vie en tôle. Bon, heureusement, après, ça s'est terminé autrement. Mais rappelons qu'ils avaient la gâchette facile à l'époque. Oui, je pense qu'il aurait pu se faire descendre, ça c'est sûr. Et puis il y a les religieuses aussi. Les
les religieuses, et religieuses. puis il y a une espèce de relation un peu de, ou peut-être guerre de pouvoir entre plus haut et la mère Oui, bien supérieure, et sûr. avec énormément de tact, qui sait la remettre à sa place, Oui, hein. oui, oui. Ah oui, parce qu'elle était quand même, elle avait quand même une assise. C'était quand même elle qui était là, quand même la dominatrice du prieuré. C'était elle qui commandait. Et donc le curé, elle le considérait un peu comme un subalterne, hein. Lui, il était là, bon voilà, il était là pour faire ses messes, pour faire tout ce qu'il y avait à faire, hein, les baptêmes, Mhm. les enterrements, enfin les choses comme ça. Voilà. Et puis le reste à côté, la vie monastique, pour elle, c'était elle qui dirigeait tout ça. En plus, elle dirigeait l'hôpital. Elle était là pour, bon, voilà. Donc elle se sentait quand même investie quand même d'un grand pouvoir. Et je pense que de voir arriver ce petit curé qui lui commençait un petit peu à chambouler un peu tout, je pense qu'elle a été un petit peu... Oui, ça la chatouille, oui, hein. oui, ça l'a chatouillé quelque part. Moi, j'ai même eu cette description parce que sur votre quatrième de couverture, il est clairement indiqué que vous êtes aide-soignante. Donc, ça vous touche directement. Bien sûr. J'imagine que ce passage, vous avez été l'épuiser quelque part dans Bien votre sûr, vécu. bien sûr. Et puis bon, c'est vrai que c'était des femmes qui étaient souvent dans les hôpitaux. Elles étaient là pour aider bon, à la souffrance, pour aider Mhm. à soigner, pour aider. Mais quand même, elles étaient là aussi quelque part aussi pour guider les gens, voilà, hein, sur Oui. le bon Rappelons aussi sentier. que c'est une autre époque, ils n'avaient pas nécessairement les médicaments adéquats, mais c'était Exactement. Et puis elles faisaient beaucoup leurs fondamental. médicaments elles-mêmes, puisqu'elles avaient un jardin médicinal où elles avaient toutes leurs plantes, toutes C'est leurs des choses. écolos en l'âge. Et voilà, exactement. En tout cas, c'est un chouette bouquin. Moi, je l'ai aimé, je l'ai découvert. Évidemment, quand je reçois des livres, première lecture, c'est en diagonale très rapide pour voir si le sujet est intéressant. Seconde lecture, évidemment, on l'approfondit. Puis troisième lecture, on se documente pour ne pas paraître ridicule. Surtout que, je ne sais pas, dans ma tête, j'avais l'impression que vous étiez historienne, mais non. Non, Mais non. Mais non. c'est un bouquin important à mes yeux qui corrige l'histoire telle que l'on a perçue, Et c'est puisque pour ça que je voulais le faire. En fait, c'est pour ça que je voulais le faire, parce que mon fils, un jour, c'est sur l'initiative. Vous savez, j'adore les écrivains. J'ai toujours aimé, j'ai une passion pour la lecture, j'ai toujours aimé lire. Et les écrivains, pour moi, ils ont mon plus grand respect. Je suis admirative et jamais, jamais, au grand jamais, je n'aurais été capable. Enfin, dans ma tête, j'avais envie d'écrire, mais je me suis dit, mais pour qui tu te prends, quoi? Je suis soignante, comme vous dites, j'ai pas fait des études de lettres, j'ai pas fait des grandes études. Et je me disais, tu n'y arriveras jamais. Et puis un jour, mon fils me dit, écoute maman, voilà, bon, toute la famille en Italie, malheureusement, est appelée à disparaître. Je veux déjà encore quelques tantes, mais je me demande si moi, elles sont toujours de ce monde. J'ai de temps en temps quelques bribes d'informations de certaines personnes, mais bon, voilà. Et donc, du coup, un jour, mon fils me dit, mais un jour ou l'autre, pour mes enfants, parce que j'ai 2 petits-enfants, merveilleux petits-enfants, et il m'a dit, pour tes petits-enfants, il n'y aura plus personne pour parler de leurs grands-parents, arrière-grands-parents. Et il me dit, et tous ces gens-là qui ont quand même voilà, vécu, qui ont quand même fait l'histoire, hein. Donc il me dit, il faudrait quand même que tu devrais écrire quelque chose. Alors, je vous avoue qu'au départ, j'étais partie pour faire un genre d'arbre généalogique où j'aurais commencé à marquer, voilà, on était descendant d'un tel qui avait fait tel métier, qui s'était marié avec telle personne et tout ça. Et puis, en faisant des recherches, un jour, je me suis dit, mais en fait, on ne connaît pas du tout cette histoire, justement. Parce que moi, vous savez, à l'école, je suis née en France, mes parents sont venus dans les années 50, papa est venu en 55, et donc je suis née en 57 à Lyon. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à aller à l'école, dans les années 60, moi, mon nom de jeune fille, c'était Fiorini. Et Fiorini, j'ai eu toutes les déclinaisons en I, hein, donc spaghetti, macaroni, enfin bon, et Mussolini. Puis un jour, Mussolini, voilà, alors oui, Mussolini, c'est le Mussolini, retourne dans ton pays, bon. Et un jour, je devais avoir une dizaine d'années, je rentre à la maison, j'étais furax. Je rentre à la maison, je dis à ma mère, je balance mon sac, je dis, je ne retournerai plus à l'école. Elle me dit, tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne retourneras plus à l'école? C'est nouveau. J'ai dit, je ne retournerai plus à l'école parce que, tu sais, on m'appelle Mussolini, je ne connais pas ce monsieur, et j'aimerais savoir qui c'est d'abord. J'ai dit, on m'appelle Mussolini, je ne veux plus retourner à l'école, on se moque de moi et tout. Alors ma mère, elle me dit, écoute, tu les laisses dire, ce n'est pas la peine de répondre, tu ne réponds pas, tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de répondre, tu les laisses dire. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas possible. Bon. Et donc, du coup, j'ai toujours eu ce truc en moi en disant, mais pourquoi qu'on nous appelait comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai commencé à faire toutes ces recherches, j'ai dit, mais là, il y a matière à faire quelque chose. Et là, je me suis dit, il y a matière à faire, à remettre les choses dans leur contexte. Matière à faire que on raconte un petit peu cette histoire, et comme vous dites, méconnue du grand public. Les Italiens eux-mêmes, je suis sûre que ils en savent quelque chose, bien sûr, ils savent ce qui s'est passé, mais dans les grandes lignes, est-ce qu'ils savent vraiment exactement ce qui s'est passé? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, vous voyez, parce que moi, quand on parlait, nous, avec les grands-parents, ils ont parlé de la guerre, mais
il disait quelques bribes, quelque chose, mais il ne rentrait pas dans les détails. Et eux, ils l'ont vécu de l'intérieur, mais ils ont vécu, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, leur vie à eux, leur vie de combattant, leur vie de machin, mais tout ce qui s'est passé autour, tout ce qu'il y a eu avec Mussolini, tout ce qu'il y a eu avec les Allemands, tout ce qu'il y a eu avec les Goumiers, tout ce qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé. Est-ce que vraiment les gens savent ce qui s'est passé? Et je me suis dit, là, il faut vraiment que je remette les choses dans leur contexte. Là, il faut que je raconte. Et en même temps, je racontais aussi l'histoire de ma famille, puisqu'ils l'ont vécu aussi. Et donc, voilà, c'est pour ça que... Mais je vous avoue, franchement, j'ai mis du temps à l'écrire. J'ai mis 7 ans d'abord, parce que j'ai fait énormément de recherches. Et je voulais que ces recherches-là, enfin, l'histoire, la grande histoire, se marie avec la petite histoire, la mienne, donc celle de ma famille. Et il fallait que je trouve le bon... Juste ton. Voilà, le juste ton, le juste filon pour que tout se déroule bien. Donc j'ai mis énormément de temps. Et comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas écrivain. Je ne me considère pas écrivain, loin de là. Et donc du coup, j'ai mis énormément de temps parce que je voulais quand même que les choses soient faites pour que ce livre sorte. Parce que je voulais qu'il sorte pour qu'il parle. Cathy James, je vais vous arrêter parce qu'on sera parti pour une journée. Cathy James, La colline au coquelicot rouge sang. Alors on a parlé de votre maison d'édition, on ne l'a pas cité, édition Maya. Oui. C'est joli Maya. Hein, Maya, j'ai beaucoup aimé. ça Oui, c'est ressemble vrai. à une petite abeille. Hein. Oui. Édition Maya, c'est joliment fait, c'est également soigné. C'est un roman, bien que. Mm. C'est un beau roman qui va bouleverser votre esprit et vos idées reçues. Ceci dit, il est important à lire, certainement à l'époque que nous vivons. Oui. C'est un livre de tolérance surtout et remise en place de l'histoire. Mm. Merci au Coquelicot, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous surtout. À bientôt. À bientôt.